Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Pour ceux qui étaient écœurés jusqu'à l'os d'entendre parler de Donald Trump et de ses frasques, accrochez votre tuque avec de la broche parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. La période du temps des fêtes, ça freine pas le futur président américain. Dans ses déclarations, il était au America Fest en fin de semaine. Il a tenu un discours là, enflammé sur toutes ses priorités pour son prochain mandat. On décortique tout ça avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume. Bonjour Alexandre. Écoute, il y a du stock à dire, mais peut-être le plus intéressant, puis pour commencer, il est allé d'une charge à front de train contre les communautés LGBTQ+, particulièrement contre les transgenres. On sait que c'est un sujet qui était cher, surtout durant la campagne électorale pour les conservateurs et les républicains. Oui, puis au général, les interventions de Trump ici sont hors normes, pas seulement sur ce qu'il dit, mais beaucoup sur la manière dont il fait. Ça avait l'air, en fin de semaine, d'un rallye de campagne, là, avec des discours. Habituellement, une fois qu'on a été élu, il n'y a pas l'idée d'avoir le profil bas, mais plutôt un certain institutionnalisme, une volonté de n'avoir qu'un président à la fois. Et puisqu'on sait qu'on arrivera au pouvoir, on se concentre sur les choses. Mais là, il a repris à peu près toutes ses promesses là, les plus marquantes. C'était de la viande rouge pour les militants. Et sur l'enjeu des transgenres, Trump a été élu là-dessus, entre autres. Oui, il a été élu là-dessus, entre autres. Ouais. Et là, il nomme Rose, par exemple, d'interdire qu'il y ait, puis là, il en met, là. Si je reprends ce qu'il disait pendant la campagne, c'est que les enfants manquaient des journées d'école parce qu'ils se faisaient opérer en secret entre le mardi puis le jeudi pour devenir un petit garçon à une petite fille ou l'inverse. C'est un peu grossier tout ça, mais qu'est-ce qu'il peut faire véritablement? Il n'y a pas de pouvoir direct à ce point, sinon que par l'argent. Et c'est-à-dire que bien des écoles aux États-Unis, primaires et secondaires, reçoivent des fonds fédéraux. Alors, comme il n'a pas encore aboli le ministère de l'Éducation fédérale, la première chose qu'il pourrait faire, c'est de dire que s'il y a une école primaire, secondaire, qui a des politiques, appelons ça, ouvertes ou tolérantes ou permissives pour la modification des identités de genre. Commençons par la plus controversée de toutes, c'est-à-dire l'auto-identification. Je me lève un matin, je dis que je me sens comme X ou Y, et là, je peux aller dans la salle de bain d'un ou la salle de bain de l'autre. Si vous avez ça comme école, la directive pourrait être, vous avez plus de fonds fédéraux, il n'y a plus d'argent pour vous. Sinon, ça pourrait être, à travers toujours cette même loi, de dire, si dans vos sports, vous n'avez pas une règle spécifique qui oblige la participation dans un sport de votre genre à la naissance, là, vous ne pourrez pas recevoir de fonds. Et l'autre aspect, c'est au niveau de la santé. Alors, la santé, bien qu'on s'imagine là, dans le mythe que les États-Unis, il n'y a pas de... que l'État n'est pas dans la santé, l'État est hyper dans la santé, que ce soit pour la santé pour les vétérans, le système d'assurance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et de réglementation fédérale dans la santé. Alors, Trump le dit, moi, si je suis président, par un ordre exécutif, il n'y aura pas de compagnies d'assurance qui vont pouvoir travailler avec le gouvernement fédéral. Les hôpitaux qui relèvent du gouvernement fédéral par le Medicare, Medicaid, les vétérans. Si vous jouez dans le film du changement de genre, je vous décertifie. Vous n'existez plus. Alors, il y a un bout qui est un discours politique. Il y a un bout qui sera de l'ordre de sa volonté exécutive. Maintenant, au-delà de ça, il y a des discours. Vous savez, Barack Obama, à son jour 1, avait signé un ordre exécutif comme quoi c'était fini la prison de Guantanamo. Elle est encore en place aujourd'hui, là. Oups. Alors, les ordres exécutifs, ça peut accomplir des choses au plan politique, dans le réel, mais c'est jamais clair jusqu'où ça va aller, entre autres parce que les États-Unis sont infiniment plus décentralisés que le Canada, et particulièrement sur l'éducation. Oui, puis c'est toujours, comme tu le dis, là, l'espèce de question qu'on se pose le plus. Oui, il fait des grandes déclarations, M. Trump, mais après ça, à quel point il y a les coups des franges pour les réaliser? Ça, c'est pas toujours aussi clair. Tout comme pour une autre de ses déclarations qu'il a faites pendant le discours, qui concerne le canal de Panama. Guillaume, explique-nous donc ça. Alors, ça, c'est particulier, et
On peut peut-être Je l'écouter, en commence fait, à Guillaume. voir... On peut peut-être l'écouter, en fait. Regarde, on va se gâter. Écoutons M. Trump Parfait. directement, qui nous explique ce qu'il compte faire, lui, avec le canal de Panama. They charge us like it's a disgrace. Our Navy and Commerce have been treated in a very unfair and injudicious way. The fees being charged by Panama are ridiculous, highly unfair, especially knowing the extraordinary generosity that has been bestowed to Panama, I say very foolishly, by the United States. This complete rip-off of our country will immediately stop. Alors, on l'entend dire, les tarifs qu'on nous fait payer pour passer nos marchandises, notre marine au travers du canal de Panama, ça n'a aucun maudit bon sens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, d'abord, prenons les choses où Trump dit, il y a certaines choses qu'il dit qui est vrai, et ensuite, je pense qu'on peut y déceler un pattern, comme quoi il y aurait une logique du génie dans la folie de ce qu'il déclare. Il n'y a pas de hasard, il y en a moins, il y a pas mal moins de hasard dans les déclarations de Trump qu'on pourrait le penser. Là. D'abord, le canal de Panama. J'étais là comme observateur électoral en mai dernier. Et l'enjeu numéro 1, 2 et 3, et j'exagère à peine, de l'élection, c'est bien sûr le canal. Et entre autres, il y a moins d'eau au Panama. Il y a moins d'eau dans le canal. Et là, il y a un enjeu de est-ce que le litre d'eau va servir pour permettre aux bateaux de pouvoir passer ou il va servir pour la population. Alors, enjeu national majeur, comme il y a moins d'eau, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas passer autant de bateaux qu'on le voudrait ou qu'il faut passer des bateaux avec un peu moins de poids, donc il faut les délester, il y a des délais. Et comme les dépenses, elles, ne diminuent pas, mais pour compenser tout ça, on a augmenté un peu les tarifs pour traverser le canal de Panama. Et juste pour vous dire à quel point c'est vraiment une aorte essentielle du corps économique mondial, 5% du trafic maritime passe à Panama. Alors, Wow. Demain matin, il n'y a pas de canal de Panama. Vous avez une crise inflationniste et d'approvisionnement partout sur la planète, là, et particulièrement chez nous. Alors, c'est majeur, majeur, majeur. Maintenant, pourquoi je vois de la logique dans ce que fait Trump? Regardez ce que Trump avait fait, puis le parallèle que je vais vous faire là, c'est avec le Canada. Nous, je dirais, si vous voulez faire paniquer les gens au Canada, avec une certaine raison, c'est de dire que vous aurez plus accès au marché américain. Rappelons, Alexandre, 2 statistiques fondamentales. La moitié de notre richesse collective, c'est les exportations. Le 3/4 de ça va aux États-Unis. 25% de tarifs, là, ça a un impact majeur pour nous. Ça a notre attention. Puis dans le fond, ce qu'on réalise, c'est ce que Trump veut, c'est qu'on sécurise la frontière parce que lui a promis d'arrêter l'immigration illégale et il a comme donné un grand coup dans la fourmilière canadienne. Tout le monde s'énerve, puis on se dit comment on pourrait éviter ça. Appliquons ça au Panama. Alors, Panama a été construit par les États-Unis, a été redonné au Panama dans les années fin 70, sous la présidence de Carter. Et depuis ce temps-là, le Panama a l'obligation de le garder fonctionnel et ouvert à tous. Et là, sinon, les États-Unis ont le droit d'essayer de le reprendre. Mais pour le Panama, là, 2 chiffres. C'est à peu près, je vous dirais, là, 25% du budget. OK. 8% du PIB du Panama, c'est le canal et tout ce qui en découle. 25% du budget de l'État du Panama, c'est le canal et tout ce qui en découle. Pas de canal, pas de République de Panama. Alors, quand Trump dit ça, il vient de faire une onde de choc majeure au Panama, parce que pour eux, c'est vital. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'au sud du Panama, la frontière, la province du Sud, entre, disons, c'est pas tout à fait ça, mais entre le canal et la Colombie, c'est ce qu'on appelle la région de Darien. Et c'est une autoroute de migrants très importante. Il y a entre 100 et quelques centaines de milliers de gens qui traversent ça. Ils traversent la jungle, là. C'est absolument terrible comme traversée. C'est la distance d'à peu près entre Montréal et Trois-Rivières. Et le Panama est complètement débordé. Ce que Trump veut probablement ici, c'est de forcer le Panama sous une menace autre à agir massivement dans le contrôle d'une autoroute de migrants vénézuéliens, colombiens, qui traversent littéralement le pays du Panama pour être capable de régler, lui, son problème majeur en immigration. Alors, on voit le pattern. Faire peur sur un enjeu X pour essayer de mobiliser, de régler un problème sur un enjeu Y.
Ouais, puis ça semble avoir quand même une certaine efficacité si on regarde ce qu'on a fait ici du côté du Canada. Là. Ça n'a pas pris des mois avant qu'on se mette à réagir sur les enjeux puis que le fédéral présente un plan pour la sécurisation des frontières. Là. Ça a été presque instantané de ce côté-là. Je veux que tu me parles vite aussi, Guillaume, de la réaction, de la réaction politique du côté du président du Panama. Parce que M. Trudeau, là, quand il y a des déclarations comme quoi, par M. Trump, comme quoi le Canada, c'est un 51e État qui est un gouverneur, c'est le silence total. Du côté du Panama, José Raúl Mulino, ben lui a réagi pas mal plus fort que Justin Trudeau. A dit « Le canal n'est pas contrôlé par personne d'autre. Je rejette fermement toute expression qui déforme cette réalité. » C'est quand même plus fort sans nommer M. Trump que comment réagit M. Trudeau ici. Là. Oui, puis il est allé même plus loin en disant chaque mètre carré du canal et le pourtour, la zone du canal qu'on appelle relève du pays du Panama. On touchera pas à ça. D'ailleurs, en passant, il aurait pu dire quand le canal relevait de l'administration américaine, le canal était déficitaire. C'était un projet fédéral géré comme un ministère. Ça perdait de l'argent. Depuis qu'il est géré par le Panama, il fait ses frais. Et ils ont même été capables de lancer des travaux d'agrandissement gigantesques, là. Alors, mais lui, il vient d'être élu. Peut-être que d'un côté, il va y avoir cette réplique-là, mais par la suite, je pense que je serais pas trop surpris de voir le Panama se mobiliser massivement. Pas qu'il le faisait pas, là, pour lutter contre l'immigration illégale, mais il y a une limite physique à ce qu'un pays comme le Panama est capable de faire quand les gens décident de voter avec leurs pieds. Alors, peut-être une leçon ici à M. Trump et quelque chose que le Canada pourrait saisir. Si le niveau de vie en Colombie et au Venezuela était à peu près celui de la Suisse, on ne verrait pas ce phénomène-là. Peut-être que la grande solution va passer par continuer à essayer d'aider à solidifier la gouvernance et l'économie je dirais, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. C'est probablement ça qui, peut-être, aurait un bout de solution. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il a dites, M. Trump. On n'aura même pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, Guillaume Lavoie, parce que regarde, si on se met à parler d'abolir, par exemple, le plafond de la dette, on n'est pas sorti du bois, puis il y en a beaucoup à dire. Gardons-nous ça pour la prochaine fois qu'on se rencontre. Guillaume Lavoie, toujours un plaisir. On se reparle dès demain. Au plaisir. Salut.